France Inter. Citoyens et citoyennes, camarades, compagnons, travailleuses, travailleurs, françaises, français. Et tous les autres, suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes et tenter de mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur signification et leur histoire. En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Aujourd'hui, l'extrême-centrisme. La France souhaite être gouvernée au sang. Le terme est ambigu et il faut le clarifier. Les républicains de toute nuance feront-ils l'effort de rapprochement que commande l'intérêt de la France ? Je suis antidogmatique. Je n'aime pas les partis sectaires. Si on a vendu l'affrontement, on ne peut pas faire le rassemblement. En tout cas, le rassemblement n'aura pas de légitimité. La semaine dernière, l'émission était consacrée au centrisme, aux modérés qui ont gouverné la France d'un côté ou de l'autre, au centre droit, au centre gauche, parfois ensemble. Et cette semaine, nous poursuivons notre exploration du centre, vaste territoire politique dont les frontières évoluent sans cesse, non pas du fait des centristes, mais de celui du positionnement des deux camps classiques de la politique, les conservateurs et les progressistes. Nous poursuivons donc avec un historien qui regarde les choses autrement et qui a une thèse assez singulière et très charpentée, Pierre Cernat, professeur à la Sorbonne, spécialiste de la Révolution française. Il est l'auteur de L'extrême centre, le poison français, 1789-2019. Le titre est explicite aux éditions Champvallon. Pierre Cernat entend démontrer que le centrisme, la recherche du juste milieu, de l'équilibre entre l'excès des uns et l'irresponsabilité des autres, a paradoxalement toujours généré de l'autoritarisme. La désidéologisation, le pragmatisme, en théorie, devrait être facteur d'apaisement. En réalité, pour son application concrète, le centrisme a besoin invariablement d'un usage excessif des instruments de la coercition. Nous allons suivre pendant toute cette heure le raisonnement de Pierre Cernat et vous vous ferez votre idée. Je suis donc allé voir Pierre Cernat à la Sorbonne. On commence par définir le centre et par se demander à quel moment de l'histoire est apparu cet espace politique. Dès l'été 1789, donc vous voyez, dès la genèse de la Révolution, puisque à la fin de l'été, le grand débat sur le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, qui est au cœur justement de la pensée du centre, va diviser dans un premier temps l'Assemblée entre droite et gauche. À partir de ce moment-là, il va y avoir dans l'Assemblée un espace central qui va prendre plusieurs termes, les impartiaux, les modérés. Puis après, il va prendre un aspect un peu plus péjoratif lorsque la radicalité du processus révolutionnaire avançant en 1792, on est pour ou contre la révolution, et pourtant se manifeste encore un groupe qu'on va appeler la Plaine. Donc entre les deux autres grandes forces politiques que sont la Montagne et la Gironde. Pendant un moment, nous avons cru avoir écrasé l'opposition. Dialogue entre Danton et Robespierre dans le film La Révolution française, les années terribles de Richard Effron. Mais elle renaît comme une maladie incurable. Les hommes qui avaient accepté la Révolution se sont maintenant retournés contre elle. Ils veulent une révolution respectable, un gouvernement modéré. Nous devons faire face, Georges. Ce sont les modérés qui sont maintenant nos ennemis. Nous y ferons face. Le tout est de savoir comment. Temps exceptionnel, mesure exceptionnelle. Un petit point sémantique, c'est intéressant parce que vous parlez de la plaine, on parle de la montagne, d'autres parlent aussi du marais. S'agissant du centre, il y a tout un vocabulaire topographique, géographique, presque tellurique. Oui, soit la Révolution est un volcan, soit la Révolution est une tempête. Et la France est un vaisseau. Et justement, cette figure du centre est fondamentale parce que le vaisseau dans la tempête évite en permanence deux écueils. Alors ces deux écueils, on les comprend bien, et ils existent encore aujourd'hui, et ils sont constitutifs de notre représentation mentale de l'espace politique. C'est une extrême droite, donc on va appeler les partisans de la restauration de la monarchie. Donc l'ordre, la stabilité ou le retour en arrière. Ah oui, là c'est on verra des philo-monarchistes, on va des anti-révolutionnaires aux contre-révolutionnaires qui sont un danger pour la révolution. Mais un autre danger pour la révolution, c'est donc ce que Robespierre appelle les ultra-révolutionnaires, ceux qui veulent tout et tout de suite, c'est-à-dire une république sociale et démocratique, bon, comme on l'appellerait une extrême gauche.
Et justement, cette métaphore de 6 trains révolutionnaires, les sous-révolutionnaires, et les ultra-révolutionnaires, les hyper-révolutionnaires, Robespierre manie très très bien à l'automne et à l'hiver 93, permet de comprendre que l'homme d'État doit mener le vaisseau de l'État entre 2 écueils. Donc ce n'est pas nommé, il dit pas « je suis au centre » parce qu'il est révolutionnaire, donc il est dans une forme d'engagement fort, mais on comprend très 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 bien que le bon endroit pour gouverner, c'est être au milieu. Et l'expression qui va arriver après donc la disparition de Robespierre le dit Thermidor, au moment thermidorien bien évidemment, puis sous le Directoire. Alors là, on est sur une nouvelle dénomination qui est le milieu, voire le juste milieu, qui va devenir le grand mot, donc la génération suivante, pour la monarchie parlementaire, la monarchie Louis-Philipparde à partir de 1830. Donc on a clairement conscience d'un troisième espace dans la politique qui se construit au fur et à mesure que l'on découvre la vie parlementaire, que l'on découvre les aléas aussi, d'une pensée qui n'a pas encore de colonne vertébrale clairement définie, mais qui se situe justement entre 2 paroles qui sont radicales et dont on comprend qu'elles risquent de faire plonger la France soit d'un côté, soit de l'autre, dans des mesures qui sont toujours plus exagérées que la sagesse ne le voudrait. Et tout un appareil de mots, puisque c'est ce qui vous intéresse, va apparaître les honnêtes gens, qui sont évidemment les gens du juste milieu. Mais mieux que cela, les idéologues du Directoire, qui doit sortir de la terreur et en même temps conserver les acquis de la Révolution, inventent un nouveau terme pour remplacer le terme de citoyen. Ils inventent le terme de mitoyen. Le mitoyen est non plus celui qui, avec sa pique et son bonnet phrygien, va tout renverser, mais celui qui a fait la part des choses, qui est pondéré, qui est modéré, et qui devient, en même temps, c'est ça qui est fascinant dans l'histoire de France, représentant des classes nouvelles, que Gambetta énoncera 80 ans plus tard, mais qui sont déjà en gestation. On comprend qu'il y a une classe au centre de l'échiquier social. Donc la classe médiane, la classe donc moyenne, devient également le socle du mitoyen et de ce centre politique que l'on recherche sous le Directoire. Mais alors, Pierre Cernat, tout ce que vous nous dites là suggère la modération. On parle d'équilibre, aller dans un sens mais ne pas aller trop loin, ne pas reculer non plus, l'honnêteté, le dépassement. Les termes que vous avez utilisés peuvent résonner avec les termes d'aujourd'hui, le cercle de la raison, ces choses-là, le en même temps. Mais vous démontrez, et d'ailleurs quand on parle de Robespierre, ça saute aux yeux, vous démontrez que c'est pas parce qu'on est du centre, c'est pas parce qu'on se prétend représentant de l'équilibre ou promoteur de l'équilibre, de la pondération, de la modération, qu'on n'est pas un extrémiste pour autant. Il peut y avoir une politique, j'allais dire radicale, du centre, qui n'est pas forcément modérée. Et voilà l'aporie de ce centre-là. Je vous disais au début de la conversation que la vie politique s'est divisée en France de façon très très forte, à l'été 89, sur l'idée de quelles sont les prérogatives du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Or, ces hommes du centre sont des fins politiques, sont des hommes qui ont eu l'expérience de l'État pendant le gouvernement révolutionnaire. Il fallait lutter contre toute l'Europe et ils ont remporté la guerre. Et en fait, ils se rendent compte que, eh bien, pour pouvoir gouverner, c'est peut-être le pouvoir exécutif qui est peut-être plus important que le pouvoir législatif. Plus efficace, en tout cas. En attendant, plus opératoire. Oui. Comme le disait Barrère, il ne suffit pas de voter les lois, il faut les appliquer. Et donc, à partir de ce moment-là, on va avoir un triptyque qui constitue justement mon hypothèse de travail pour définir ce néologisme qui n'existait pas et qui me permet de pointer un point aveugle de l'histoire politique française. Nous avons des hommes qui manient une rhétorique très très forte, celle de la pondération, la modération. On n'est plus dans l'anathème, on n'est plus dans l'attaque, on est au contraire dans une sorte de stoïcisme républicain romain qui est rappelé. Chacun est modéré, pondéré, et donc retenu dans ses paroles. Mais cette politique-là est une politique d'hommes qui font partie d'une élite politique et qui se donnent les moyens d'aller d'un côté ou de l'autre. Donc le girouettisme est constitutif de ce centre-là. C'est-à-dire des hommes qui peuvent être plutôt à gauche, plutôt à droite, et puis qui à un moment donné comprennent qu'en faisant des alliances au centre, ils vont conquérir le pouvoir. Or,
agir avec le pouvoir exécutif, puisque ce sont des gens qui n'ont pas forcément de principe idéologique, mais qui ont en fait une volonté d'opérer soit des réformes, soit de tenir le gouvernement, eh bien, elle exige que l'on tienne les deux forces armées du pouvoir exécutif dans tout système parlementaire, la police et l'armée. En quête de centrisme cette semaine encore, nous sommes cette fois-ci avec Pierre Cernat, historien. Pierre Cernat revisite l'histoire du centrisme. Pour lui, le centrisme est un extrémisme, la théorie est osée. Il nous faut des exemples, nous sommes dans son bureau à la Sorbonne. France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand. Dans votre logique, Pierre Cernat, le centriste peut voter ou faire adopter des mesures et des lois plutôt modérées, mais comme il fait partie de l'élite, pour faire appliquer ses règles, ses normes, il doit passer par la coercition. Au mieux, c'est technocratique, au pire, c'est autoritaire. Mais c'est exactement cela, et les faits le prouvent. Alors donnez-nous des exemples dans l'histoire. Par exemple, pour moi, le directoire, donc mal connu, donc qui est le premier essai de république parlementaire dans l'histoire de France entre 1795 et 1799. Donc là, on est après Robespierre. On est après Robespierre. Après la Terreur. Voilà, on est dans cette période mal connue, écrasée par les deux personnalités de Robespierre et de Bonaparte, mais qui est très importante. Et on est traumatisé par la Terreur. On est traumatisé par la Terreur, c'est un vrai traumatisme, on essaie d'en sortir, mais tout en construisant une république, pour la première fois libérale, avec deux chambres, on l'a oublié, la chambre des anciens et le conseil des 500. Bref, on essaie de faire fonctionner une vraie république. Et ce sont ces tenants du directoire qui vont tenter de construire ce centre. Et pourquoi je dis par exemple qu'il est extrême ? Eh bien, c'est-à-dire que quand le libre jeu des élections en 1797 fait arriver des philo-monarchistes à l'Assemblée, puis en 1798, ce qu'on appelle des néo-jacobins, les nouveaux jacobins, on n'hésite pas à casser les élections, on n'hésite pas à faire venir l'armée d'Italie, donc celle de Bonaparte. Donc on surutilise la police et la force armée pour maintenir justement cette politique qui se prétend une politique modérée. Donc, on a là une contradiction constitutive, en fait, de ces personnes qui, au centre, face aux responsabilités de la gouvernance, sont obligées d'utiliser des forces sécuritaires pour maintenir leur pouvoir, voire empêcher le pouvoir législatif, c'est-à-dire l'expression parlementaire du libre vote, de pouvoir s'exprimer. Et cette mécanique, elle s'est reproduite dans l'histoire, voilà. Et donc à d'autres occasions. Voilà. Ce qui m'intéressait, en fait, c'était de sortir du débat, qui était un petit peu stérile, à mon avis, qui consistait à dire c'est la faute à la droite et c'est la faute à la gauche si ça marche mal dans les institutions politiques françaises. Je crois que c'est un peu plus compliqué. Et je crois que la période du directoire, en faisant entrer directement des forces coercitives comme l'armée à cette époque-là, a inventé justement ce qui est une des sorties et une des figures de proue de l'extrême centre, qui est très mou du point de vue idéologique, qui est incarné par le jeune homme qui va sauver la situation. Bonaparte comme sauveur. Et l'histoire longue de la politique française, c'est, comme vous le savez, donc des périodes de crise tout au long du 19e siècle, voire tout au long du 20e siècle, qui fait que lorsque le parlementarisme s'essouffle ou arrive à des périodes de crise, bien souvent on essaie de passer au-delà de la crise politique en inventant un personnage, généralement jeune, généralement plein d'énergie, et qui se dit au-dessus des partis, généralement qui est en fait Girouette lui-même, soit parce qu'il a été une invention de Robespierre, je parle de Bonaparte, soit parce qu'il a été une invention du président Hollande. Nous y voilà. Vous allez un peu vite parce que, évidemment, tout ce que vous nous décrivez, les auditeurs qui nous écoutent attentivement, ont des petits flashs avec l'actualité. Des jeunes premiers ministres, des jeunes présidents, des inventions comme ça. Et puis un discours martial, un discours de réarmement pour justifier une politique pondérée, une politique qui dépasse les clivages. Le parallèle est quasiment trop flagrant. On va y arriver, mais il y a des étapes. Et pour vous, ce qui est important, c'est
le consulat. Oui, le consulat est important. Je vous ai dit donc d'un point de vue de la réflexion on sort du directoire, on est parlementaire, justement l'échec du directoire et la sortie du directoire par un coup d'État voulu par les hommes du directoire, hein, c'est cela qui est important, donc, qui ont littéralement inventé Bonaparte. Les députés ont dissous le directoire. Ils créent à sa place une commission consulaire exécutive composée du général Bonaparte et des citoyens Sieyès et Roger Dupont. Tous trois porteront le titre de consul de la République française. Vive Bonaparte! C'est à mon avis ces années du consulat qui vont de 1800 à 1802 qui sont la matrice tabou, bien sûr, parce que dans ce pays dans lequel nous vivons, républicain, démocratique, une des hantises est le coup d'État, mais ce consulat est véritablement constitutif de la matrice. Et Bonaparte, qui est au moins autant un génie politique qu'un génie militaire, comprend qu'en fait, la politique pour continuer de sortir de la terreur, continuer de sortir de la révolution, et donc une des obsessions des hommes politiques du centre, c'est comment arrêter la révolution. Bonaparte doit inventer à son tour un centre. Une anecdote, on présente des uniformes de futurs premiers consuls à Bonaparte, et puis un uniforme le présenterait avec un bonnet phrygien et des talons rouges. Les talons rouges étaient portés par les aristocrates de sang bleu à la cour, et le bonnet phrygien est évidemment le symbole des sans-culottes. Bonaparte réagit très fortement et dit non, ni talons rouges, ni bonnet rouge. C'est à mon avis une définition extrêmement forte de la politique de Bonaparte. Elle n'est ni pour la Restauration, donc la droite à l'époque, ni pour une gauche radicale, c'est-à-dire le bonnet phrygien. Elle est partout ailleurs. Et il invente l'Empire avec des valeurs républicaines, si on veut dire, en tout cas des valeurs des Lumières, ce qui paraît assez contradictoire. Contradictoire, oui et non. On oublie que le Senatus Consulte du mois de mai 1804 précise que l'Empire reste une république. Pourquoi? Et qu'il y a les élections. Oui. Même si c'est... oui, alors là, bon, elles ont été largement trafiquées ou manipulées quand on fait voter d'un seul coup 300 ou 400 000 soldats pour l'empereur sans leur demander leur avis. Mais vous avez raison. Le problème, et on se retrouve d'ailleurs sur le problème de l'extrême centre, c'est que nous sommes dans une période de confusion, mais déjà aussi à l'époque, où on confond république et démocratie. Or, l'invention géniale de la Révolution française et de la Révolution américaine également a été de réunir ces deux concepts de république et de démocratie. Donc oui, l'Empire est une république, comme nous sommes dans une république. Le problème, c'est où est la démocratie dans cette république? C'est-à-dire les libertés individuelles, les libertés collectives, et donc la protection contre le pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'on peut être parfaitement républicain et utiliser ce mot à toutes les sauces, mais si on n'est pas républicain démocrate, et si on n'est pas républicain démocrate et social, bon, on laisse de côté tout un héritage de la Révolution. Donc, l'extrême centre se contente très très bien de ce mot républicain qui peut être utilisé. Il y a des républiques qui sont des dictatures. L'héritage de la Révolution n'est pas justement cette politique de l'extrême centre qui va être d'autant plus développée sous le consulat qu'elle va inventer la haute fonction publique française. Pourquoi? Parce que justement un des enjeux et un des ressorts de l'extrême centre, c'est une phrase magique dans les crises françaises. La raison d'État. Ah, la raison d'État. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la raison d'État? Eh bien, ça veut dire que les partis politiques sont des faiseurs de pagaille, et que, au-dessus de la pagaille, des grenouilles, justement, du marais, ceux qui blablatent en permanence, donc, qui sont la démocratie procédurière et qui n'avancent jamais, la raison d'État, c'est-à-dire servir l'État de façon quasi hegelienne, j'allais dire. Hegel est un homme contemporain de Napoléon en qui il voit la fin de l'histoire ou l'aboutissement de l'histoire, doit devenir l'objet même de la politique. Et ça veut dire qu'en France, les grands serviteurs de l'État, dans l'armée, dans la fonction publique, dans l'administration, vont avoir un rôle politique très très important, sous le prétexte de la neutralité politique, sous le prétexte que eux, ils servent l'État. Alors on peut dire, oui, c'est vrai, ça a donné une grande fonction publique française qui a réalisé de grandes choses. Je ne le nie pas. Le problème, c'est que sous le prétexte de la raison d'État, on peut aller de la République au consulat, du consulat à l'Empire. Ceux qui avaient voté la mort de Louis XVI, désormais ils vous considèrent comme l'un des leurs. Dialogue entre Talleyrand et Bonaparte, tiré de la série Napoléon pour France 2 en 2002. Ils ont même un titre à vous proposer, Empereur des Français. Bien sûr, à condition d'éviter impérativement toute confusion. On ne doit pas une seconde songer à un retour déguisé à la monarchie.
Il n'y aura plus jamais de roi en France, Talleyrand. Je suis républicain. Oui, mais un empereur peut être élu de la même façon que les Césars l'étaient autrefois à Rome. Les Césars étaient élus par le Sénat. Moi, j'exigerais que ce soit tout le peuple français qui ratifie et approuve mon élection. Je serai donc le premier citoyen français à avoir l'honneur de vous présenter mes respects. Si... De l'Empire à Louis XVIII, en 1814, de Louis XVIII au Napoléon des 100 jours, et du Napoléon des 100 jours à Louis XVIII et sa seconde restauration. Et là, ça pose un problème énorme d'éthique de la haute fonction publique française. France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand. Ce que vous nous dites, Pierre Cernat, vous êtes en train de nous décrire tout un processus où la haute fonction publique, donc la technocratie, du centre, autoproclamé, modéré, est la cause de la restauration. Ce ne sont pas les royalistes ou les nostalgiques de l'ordre ancien pré-révolutionnaire qui sont la cause de la restauration en 1814 15. Ce sont les deux à la fois, tout est toujours plus complexe qu'on ne le croit en histoire, mais vous avez raison, c'est une de mes hypothèses de travail. Il y a un aspect incarné de la dynastie Bourbon, c'est Louis XVIII, il y a un aspect militant que sont les légitimistes, mais il y a un aspect bureaucratique, et pour vous qui êtes intéressé au terme, le terme bureaucratie naît pendant le Directoire, donc c'est déjà tout un signal. Donc il y a tout un appareil d'État qui a été construit progressivement pendant la période révolutionnaire, consolidé, massifié, solidifié pendant l'Empire, et effectivement, qui va servir très très fortement à cette sorte de neutralité des élites françaises, qui ont plutôt intérêt pour justement cumuler aussi des positions de force dans l'appareil d'État. Je rappelle d'abord qu'en 1815 paraît le dictionnaire des girouettes, qui va épingler tout ce personnel-là, plus de 650 grands serviteurs de l'État qui sont nommément dénoncés comme ayant prêté moult serments depuis 1789 à tous les régimes différents. Et en 1824 ou 1825 paraît le dictionnaire des cumulards. Vous qui aimez les mots nouveaux, voici un mot nouveau, donc le 1824 ou 1825, le dictionnaire des cumulards, c'est-à-dire ceux qui, au sommet de l'État, ont bien compris qu'en cumulant toutes les fonctions, c'était aussi un cumul de salaire et donc un cumul de bons revenus dans l'appareil d'État. Ces gens-là se désintéressent de l'éthique du régime qu'ils servent, simplement pour tenir une bureaucratie, une technocratie. Alors, ça nous paraît loin. Et on peut se dire, bon, mais il y a aussi une continuité de l'État. Mais ramenons-le à 1940, à une autre crise, et au magnifique travail de Gérard Noiriel sur ces hauts fonctionnaires de la Troisième République, donc qui ont été fonctionnaires du Front Populaire, et dont l'écrasante majorité passe du côté de l'État français. Et là, du maréchal Pétain. À partir du 10 juillet, voilà, la chute de la Troisième République. Je ne sais pas ce qu'est le régime de Vichy, c'est facile de le dire, mais en réalité, son nom, c'est l'État français, c'est pas la République française. Donc, cette haute fonction, donc ces fonctionnaires, ils passent pour leur majorité au service de l'État français et donc sous les ordres du maréchal Pétain. Donc là, ça pose un immense problème de déontologie politique. Alors, à d'autres moments, ça peut être aussi salvateur. Par exemple, 1958, une haute fonction publique. Bon, alors justement, tous les hommes que contrôlait Edgar Faure, Queuille, vont, à cause de la crise coloniale donc qui étouffe le régime, vont jouer la carte d'un sauveur inventé, qu'on va ressortir. Réinventer, et vous avez raison de me corriger. Mais les grands plans, les grands tracés économiques. Oui, tout ça, c'était de la 4e République. C'est de la 4e République. Mais en même temps, Pierre Cernat, sous la 4e République, qui a été très largement gouvernée au centre, c'était un régime parlementaire. Ce sont des hommes de la 4e République et des parlementaristes, des républicains parlementaristes, parce que autrefois, quand on était républicain, on était parlementariste, qui, comme Pierre Mendès France ou Gaston Bonnerville, se sont opposés en 58, mais surtout en 1962, au moment de la réforme pour instaurer l'élection du président au suffrage universel direct, il y a quand même beaucoup de centristes ou de modérés qui étaient très attachés au parlementarisme et qui étaient liés au terrain. On me les accusait même d'être des notables, ils étaient quelquefois cumulards, mais enfin, ils étaient proches du terrain, ils s'opposaient à la tendance que vous montrez. Donc, le centrisme génère aussi son remède.
Merci de me le rappeler. C'est très important parce que je ne voudrais pas qu'on caricature ou qu'on simplifie mon hypothèse de travail à une expression un peu passe-partout qui est bonne pour toutes les périodes. Tout n'est pas de l'extrême centre. Il y a aussi des vrais modérés. Mais il y a de vrais modérés, bien évidemment. Je ne pense pas que le modem, je ne pense pas que M. Bayrou, on peut être d'accord ou pas d'accord avec M. Bayrou, je ne parle pas de cela, je parle du programme de M. Bayrou. Oui, M. Bayrou ou Mendes France avant, c'était plutôt girondins, ils étaient pour une décentralisation, pour que la société participe plus. Mais tout à fait, c'est ce que je ne cesse de dire à mes étudiants qui parfois, croyant me faire plaisir en utilisant l'expression extrême centre à toutes les sauces possibles pour décrire les centres, dévoient ce que j'ai voulu montrer. Bien évidemment, il existe un véritable centre humaniste, chrétien d'ailleurs, chrétien ou non, d'ailleurs, qui recherche une véritable possibilité de gouverner ou d'inventer idéologiquement un centre. Le mien n'est pas celui-là. Le mien décrit des périodes de crise très précises où le système parlementaire étant essoufflé, où la droite et la gauche vieillissant, étant perçues dans la population comme étant corrompues, que ce soit vrai ou pas. On a un blocage des institutions qui font réapparaître une ancienne recette apparue depuis la Révolution. Et dans ces moments de crise-là, il y a des hommes qui apparaissent, qui ont l'intelligence politique de stigmatiser la droite et la gauche pour s'inventer eux-mêmes au-dessus des partis, sachant pertinemment que leur politique à eux ne va pas être la recomposition saine d'un jeu parlementaire, mais va être l'obsession de la conquête du pouvoir exécutif pour pouvoir appliquer des réformes très sévères, très lourdes, très dures, dont ils savent qu'ils vont avoir besoin des forces du pouvoir exécutif pour les mettre en place. Trembelin sur France Inter, Oiseau. On retrouve Pierre Cernat, professeur à la Sorbonne, spécialiste de la Révolution, et sa théorie intéressante, argumentée et audacieuse. Le centre, la tentative de dépassement du clivage gauche-droite serait, dans l'histoire, un extrémisme et une affaire d'homme providentiel. Nous en arrivons bientôt au gaullisme, puis au macronisme, deux versions bien différentes du dépassement. Beaucoup d'historiens, dans la veine de René Raymond, par exemple, disent que finalement, si la France a évité le fascisme, c'est grâce parfois à une république un peu autoritaire, grâce à l'expérience bonapartiste. Évidemment, il y a eu Vichy, mais Vichy, ce n'étaient pas des centristes, ce sont des centristes qui se sont fourvoyés. Finalement, tout ce que vous décrivez n'est pas un moindre mal par rapport à toutes les expériences fascistes qu'ont dû éprouver tous nos voisins, italiens, espagnols, allemands. Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas une affirmation, c'est une. Je dis ça pour que vous ne soyez pas d'accord et vous expliquiez. Oui, mais la démocratie se construit sur le dissensus et sur le débat contradictoire. Donc c'est très bien. C'est ce que disent les partisans de cet historien et politologue René Raymond, très connu, et qui a notamment inventé les trois droites. Oui, mais vous savez donc qu'il y a un petit caillou dans la chaussure qui s'appelle Zev Sternel. Et cet immense historien israélien, dont les travaux m'inspirent beaucoup, puisque son néologisme sur la droite révolutionnaire m'a permis de penser également l'extrême centre, est très critique vis-à-vis de ces... Bien sûr, et alors je renvoie là nos auditeurs à un des premiers enquêtes de politique sur le PSF, le Parti social français, et sur le colonel de Larocque. J'ai interrogé des historiens et c'est sur cette question-là, sur le fascisme français, et c'est un point très douloureux pour les historiens français, une controverse très forte. Je renvoie Enquête de politique, c'est podcastable sur le PSF et le colonel de Larocque avec les idées de Zev Sternel, entre autres. Bien sûr, qui montre que la France n'a pas du tout été protégée, n'a pas été immunisée contre le fascisme. Il y avait une culture républicaine extrêmement puissante, mais cette culture républicaine n'a pas empêché un fascisme français de se développer. Alors, la politique du moindre mal, à la fin, elle mène, je suppose, c'est une hypothèse d'historien que je maintiens, à la catastrophe. C'est-à-dire que rien ne prédisait que le directoire devait se terminer par Bonaparte. Toute la question, c'est de savoir pourquoi il n'y a pas eu un Washington français.
Et pourquoi Bonaparte n'a pas été Washington? Donc, c'est toute cette politique, justement, du moindre mal, à mon avis, qui conduit à des catastrophes. Je ne crois pas qu'il y ait, en fait, une vertu à cet extrême centre. On parle de l'extrême centre, là, bien évidemment. Je ne crois pas qu'il y ait de vertu à cet extrême centre, et encore moins la vertu de vouloir défendre une république démocratique. Alors, vous faites référence aux différences qu'il peut y avoir entre Robespierre, Bonaparte, Louis-Philippe, Louis-Napoléon Bonaparte. Je pointe les gens qui ont été acteurs de crises politiques où des figures de l'extrême centre ont pu apparaître, mais cet extrême centre est appelé souvent à disparaître. C'est un moment éphémère, comme vous l'avez compris, de crise. Et puis après, sans qu'il n'ait aucun rapport l'un avec l'autre, bien évidemment, Pétain ou bien le général de Gaulle. Mais justement, c'est ça qui est intéressant pour l'historien. Comprendre, non pas les points de comparaison, mais comprendre plutôt d'autres matrices historiques françaises. C'est-à-dire la matrice historique qui permet à un personnage, à un moment donné, de reconfigurer par la force de son verbe l'espace mental politique, c'est-à-dire dire mais la gauche est ici, la droite est ici. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il a soit le charisme, soit l'opinion publique avec lui, soit l'urgence, soit la terrible crise qui se pose. Les circonstances, comme disait le général de Gaulle. Exactement, les événements. Mais alors, là, le général de Gaulle était peut-être autoritaire. On peut pas dire qu'il n'ait pas sauvé la République de façon. En 58, on sait comment, et en 62, on sait comment. Les démocrates peuvent être un petit peu torturés par ces deux événements, mais en réalité, la France, quand il a perdu le référendum de 69, la France s'est installée dans un bipartisme démocratique, droite-gauche, gauche-droite. Merci à lui quand même, non ? Merci à lui, si vous voulez le dire, vous le direz vous, mais je ne le dirai pas, parce que je pense que la constitution qu'il a créée pour lui, et à sa taille, est désormais démesurée par rapport... L'exécutif et le législatif est trop déséquilibré. Et désormais, nous vivons la catastrophe, ou du moins l'essoufflement, ou du moins nous sommes dans une crise institutionnelle qui est forte. Mais revenons au général de Gaulle. Le général de Gaulle, au fond, n'est pas une figure de l'extrême centre. D'ailleurs, je ne le dis pas dans mon essai. Et pourquoi il n'est pas une figure de l'extrême centre? Parce qu'il nous correspond aux trois triptyques que j'ai définis pour parler de l'extrême centre. 1. Girouettisme. 2. Politique modérée. 3. Utilisation du pouvoir exécutif. Alors, il faut... J'essaie de... Au moins pour le pouvoir exécutif, il correspond. Oui. Mais les deux autres, non. Ouais. Et donc, ils ne rentrent pas dans la figure ou dans la matrice, parce que j'essaie de faire en sorte qu'elle soit le plus rigoureuse possible, qu'on puisse pas l'utiliser à tort et à travers. Donc, il ne correspond pas à cette figure de l'extrême centre. Il correspond à une figure de la sortie de crise. À un surplomb, peut-être. Un surplomb. Ceux qui l'ont soutenu, peut-être. Cet appareil technocratique qui avait un petit peu oublié les leçons de Manès France, les leçons de Queuille, les leçons de Faure, puisque eux vivent désormais dans un désert politique, mais les autres, les hauts fonctionnaires, vont garder leur place. Eux, peut-être, sont cet extrême centre invisible de la crise de 1958. Mais pas le général de Gaulle qui, au contraire, arrive à construire ce bipartisme. En quête de politique. Thomas Legrand. Est-ce que, par exemple, Pierre Manès France, un modéré, un pondéré, un homme de gauche, avec des convictions, une histoire de résistance, un amoureux de la liberté, qui a œuvré pour aussi la décolonisation, et qui s'est opposé au général de Gaulle, mais qui considérait qu'il pouvait travailler avec des modérés de l'autre bord, qui s'est opposé aussi au Parti communiste. Oui. Est-ce que c'est une figure de l'extrême centre? Non, pas du tout. Absolument pas. Pierre Manès France est un homme à gauche qui comprend le pragmatisme. Mais je voulais vous faire préciser ça parce que votre discours pourrait laisser penser que c'est la modération en politique qui aboutit toujours, ou même la volonté du dépassement parfois de clivages qui peuvent paraître artificiels. C'est pas ça le problème. Non, ce n'est absolument pas cela le problème. Ça fait partie d'une sagesse politique. Je ne suis pas là pour défendre soit une radicalité de droite, soit une radicalité de gauche comme étant justement... Donc en quoi Emmanuel Macron est d'extrême centre? C'est le jupitérisme, la verticalité et finalement l'utilisation de tous les leviers du pouvoir conféré par l'exécutif et conféré par la Ve République à l'exécutif qui le place dans votre définition de l'extrême centre. Pierre Cernat, vous qui en êtes
l'inventeur de cette définition? Nous sommes en 2017, donc la crise est très très forte. Nous sommes avec une montée de l'extrême droite. La droite républicaine est empêtrée tout à fait dans l'affaire Fillon, bien évidemment. Et là, on va avoir un homme qui va apparaître, qui a justement, en fonction de ces circonstances-là, les trois signes que j'ai repérés dans la crise révolutionnaire, puis dans le consulat et à d'autres moments de l'histoire du 19e siècle. Un, c'est une girouette. C'est-à-dire, donc, il a clairement commencé à gauche. Et, si vous lisez page à page ce que j'ai fait, bien évidemment, son programme politique qui s'appelle Révolution, de 2017, il comprend qu'il doit se justifier. Et les premières pages servent à dire « Ah oui, j'ai été à gauche, mais la crise de la France était telle que je me place au-dessus et que mes convictions ne comptent plus. Je suis désormais au-dessus de ces enjeux idéologiques. Ni la droite ni la gauche ne me guident, ou du moins je prends le meilleur de la droite et de la gauche dans une sorte de composition qui est le tout en même temps et le tout ensemble. » Dans un contexte, Pierre Cernat, peut-être que ça vous le sous-estimez dans votre analyse, dans un contexte d'urgence parce que le Front National menace. Le contexte, il est toujours de l'urgence. Dites-moi une seule période de l'histoire de France ou d'un autre pays où la politique n'est pas crise. La crise est constitutive. On fait semblant de construire la crise comme le contraire de la normalité, là où on devrait penser la crise comme étant une normalité qui est celle de toutes les démocraties où la souveraineté, justement, est différente et changeante. La politique est un éternel volcan, pour reprendre votre métaphore. Oui. Tellurique. Oui, bien sûr. Ou alors, on fait tout simplement comme la majorité des autres pays européens, on devient une monarchie constitutionnelle, tranquillement, comme l'Espagne, comme l'Angleterre, comme les Pays-Bas, comme pratiquement tous les autres pays qui nous entourent. Simplement, nous sommes dans une république démocratique. Nous l'avons choisi. Il y a très peu de républiques démocratiques, des vraies matrices de républiques démocratiques dans le monde. L'Irlande, le Portugal, les États-Unis, bien évidemment. Bon, ben, voilà des pays qui doivent se gérer eux-mêmes en permanence et qui connaissent la crise. Donc, le deuxième aspect, c'est justement, on le voit très 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 bien, cet homme qui a l'incarnation même d'un juste milieu, donc qui maîtrise parfaitement bien la langue française, contrairement à ses ministres aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un signe. Le fait qu'il ne s'entoure que de gens qui sont bien inférieurs à lui intellectuellement. C'est un homme qui veut se montrer pondéré, par rapport à l'extrême droite ou par rapport à Mélenchon, qui est aussi présent en 2017. Donc lui est la voix justement de la sagesse par rapport à l'aventurisme de Mélenchon ou par rapport au danger que représente l'extrême droite. Il y a la jeunesse dont vous nous parliez. Il a cette jeunesse qui est tout à fait importante, donc il le place dans un imaginaire social français donc comme étant un possible sauveur. Et, cette idée de la jeunesse qu'il a réinsufflée en nommant le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République, en plus. Oui, et alors vous avez vu que là, une fois de plus, la matrice révolutionnaire redevient effective, puisque l'accueil du nouveau ministère se fait sur les phrases absolument sidérantes. Vous êtes des soldats de l'an 2, je ne veux pas de gestionnaires. Tiens, qui sont les gestionnaires si ce sont les bureaucrates et les grands acteurs de l'appareil d'État, je veux des révolutionnaires. Il utilise le mot de régénération, c'est-à-dire un mot du gouvernement révolutionnaire, et de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace, c'est, si je ne me trompe, une des phrases qui sort de la bouche de Danton. Donc, et une rhétorique aussi guerrière avec le réarmement, et nous sommes en guerre. Évidemment, donc vous êtes les soldats de l'an 2 du quinquennat, là je crois on puise à pleine brassée dans un imaginaire du gouvernement révolutionnaire de 1793. Le troisième élément qui me fait dire que c'est un homme de l'extrême centre, c'est bien sûr sa volonté d'utiliser la Ve République, non pour la faire vivre selon les règles du parlementarisme, mais selon les privilèges exorbitants qui sont laissés au président de la République. Il y a un détail qui a été tout à fait significatif. C'était le jour où il est devenu officiellement président de la République. C'est le seul président de la République qui est remonté avant de recevoir son investiture les Champs-Élysées dans un commande-car, c'est-à-dire un véhicule militaire. Et il s'est immédiatement présenté, si vous vous souvenez donc le contexte de l'été 2017, du printemps et de l'été 2017 où il est élu, comme le chef d'État militaire. Comme un chef d'État, donc, il renvoie d'ailleurs de suite le chef d'état-major des armées, qui n'a pas été évidemment très habile, mais
il veut se montrer immédiatement comme un jeune chef qui tient l'appareil militaire. Un président de la République remontait les Champs-Élysées pour ce jour et en ce jour d'investiture à bord d'un véhicule militaire. Absolument, parce que la France est en guerre. Il y a ce qu'on appelle un continuum entre les opérations extérieures et les opérations intérieures. Donc c'est la première fois qu'un président affirme à ce point-là, dans la symbolique, le fait qu'il est chef des armées. Ça montre d'ailleurs tout le paradoxe de nos campagnes électorales, où ces questions sont pratiquement jamais évoquées, alors que ce que le président trouve sur son bureau en arrivant, ce ne sont que des questions de défense, de lutte pour la sécurité des Français, questions internationales. Et ce jeune président, effectivement, synthèse entre le temps moderne, le temps ancien, 2500 ans d'histoire et 39 ans d'âge, toute la symbolique illustre ça. Et d'ailleurs, c'est une des prérogatives dont on le voit et dont il surjoue dans sa communication visuelle qui est très importante. Donc oui, Emmanuel Macron est un homme de l'extrême centre. Mais l'extrême centre a une vie comptée. C'est une notion qui est éphémère. La notion reste, mais le temps de l'extrême centre est toujours court. C'est toujours le temps d'un homme, en fait, ou d'une personnalité? C'est le temps d'une crise dénouée avant que l'extrême centre abatte son véritable visage et qu'il le ramène vers une droite autoritaire. Donc, ce que vous nous dites, Pierre Cernat, c'est qu'on va vers une droite autoritaire. C'est qu'en 2027, Marine Le Pen va gagner. Voilà ce que vous nous prédisez, si vous prolongez les lignes de l'histoire. Écoutez, je ne suis pas Madame Soleil et l'historien s'occupe plutôt du passé que du futur. C'est pratique, ça, Pierre Cernat. Mais vous avez exactement compris ma position. Alors peut-être que là, le journaliste qui s'occupe du présent en demande trop à l'historien qui s'occupe du passé. Donc on verra. Mais j'ai répondu quand même. Oui, mais je vous ai répondu et tous les historiens ne le font pas à notre micro, donc je vous en remercie, Pierre Cernat. Mais ce que je voulais bien préciser avec vous, c'est que, en fait, vous considérez donc qu'il faut une droite, une gauche, et que elle peut être radicale ou elle peut être modérée, mais pour ceux qui voudraient que la politique soit plutôt modérée, ils devraient plutôt faire confiance au centre-gauche ou au centre-droit. Par exemple, à Giscard ou à Mendès. Il faudrait retrouver un Giscard pour ceux qui préfèrent le centre-droit et un Mendès pour ceux qui préfèrent le centre-gauche, plutôt que quelqu'un qui prétend enjamber cette séparation, même si elle peut leur paraître artificielle. C'est exactement cela. La France a une longue culture, une longue politisation des Français qui s'est construite depuis 1789, au fond. Je comprends qu'il y ait des gens qui fassent partie d'une droite républicaine et que cette droite puisse avoir un éventail, un faisceau de sensibilités différentes, du centre-droit à une droite provinciale, conservatrice, qui souhaiterait plus d'autorité, tout comme je comprends qu'il y ait une famille à gauche qui est née sous la Révolution, qui va d'une gauche modérée à une gauche vraiment sociale et démocratique. Pour qu'il y ait république, il faut qu'il y ait des républicains. On l'oublie un peu trop souvent. Être républicain, ça veut dire avoir une conscience civique et avoir une culture politique. Donc moi je suis tout à fait pour qu'il y ait un clair débat où finalement un parti soit plutôt du côté, on va le dire entre guillemets, du progrès. Ça ne veut pas dire que la droite n'est pas du côté du progrès. Un autre parti plutôt conservateur, un parti plutôt pour l'ordre, un parti plutôt pour les libertés. Ça permet de construire des repères. Ça permet de construire une culture politique. Ça permet aux citoyens de choisir librement. Ça peut marcher, Pierre Cernat, dans un système politique ou un environnement ou un écosystème politique et même médiatique qui génère un bipartisme, une bipolarité. Là, on est dans une tripolarité. Donc, l'alternative à trois branches est compliquée. Soit la gauche radicale, la droite radicale ou un centre qui finit en extrême centre. On n'a le choix que entre des extrémismes quand on est dans une tripolarité. Bien, quand on est dans une période de crise, on voit en fait cette tripolarité qui a existé depuis, on revient au début de l'émission, depuis l'été 1789, donner une place qui relève de l'anomalie à ce centre qui essaie, pour exister, de pousser sur ces franges radicales, la droite et la gauche. Vous savez, c'est mécanique, c'est une fois de plus une histoire d'échiquier. Si le centre veut être très très important, il doit pousser la droite et la gauche à se radicaliser. Maintenant, on peut espérer quand même. Nous sommes moi, je suis un homme des Lumières, donc qui travaille sur la Révolution française, et je crois à la perfectibilité. Donc, j'ai le droit d'exprimer le fait que une république démocratique, pour fonctionner sainement, doit fonctionner sur deux familles, sur un bipartisme qui permet à chacun de se repérer et
sans effacer ce centre qui existe constamment, le réduire considérablement, ce qui permettrait justement à la gauche de redécouvrir peut-être son parti socialiste et ses radicaux socialistes qui ont des idées plus modérées et de constituer une grande famille de gauche, et à une droite de moins se polariser sur les idées de la droite autoritaire dangereuse et retrouver en fait ce qui a été une grande tradition de la droite républicaine. Merci beaucoup Pierre Cernat de nous avoir reçus dans votre bureau et dans cette petite bibliothèque de la Sorbonne. L'histoire de la Révolution française. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors je rappelle le titre du livre de Pierre Cernat, L'extrême centre, un poison français aux éditions Champvallon. Merci à Maxime Goudard qui était à la technique aujourd'hui. La programmation musicale était assurée par Thierry Dupin. La petite équipe d'enquête de politique, Franck Olivard, notre recherchiste, et Christophe Imbert à la réalisation, est ravi de vous retrouver samedi prochain pour un nouvel épisode. Notre isme sera le natalisme. Faut-il croître et prospérer en nombre comme nous le demande le président de la République? On verra que cette obsession nataliste n'est pas neuve et n'est pas politiquement neutre non plus. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.